Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFI Invest AM pour cette première vidéo de l'année qui, traditionnellement, fait un bilan de 2023 et esquisse ce qu'on peut attendre pour 2024. Alors 2023 aura été une année assez atypique et riche en émotions. On l'a vu, cette année, paradoxalement, l'inflation était moins difficile à prévoir que la croissance. C'est ce qu'on a pu voir dans la résilience de la croissance américaine. Le point qui est important, et je pense qu'on peut leur décerner deux bons points, ce sont les banques centrales. Elles ont annoncé ce qu'elles allaient faire, elles ont fait ce qu'elles avaient annoncé. Tout d'abord, un resserrement assez net et systématique tout au long de la première partie de l'année dans le sillage de 2022 pour juguler l'inflation et la ramener vers la trajectoire de 2%. Et ensuite, au tournant de l'automne, un pas marqué en attendant de voir les développements que nous allons avoir. Et je dirais que globalement, les banquiers centraux ont réussi à ramener l'inflation des quasiment deux chiffres qu'on avait fin 2023 à des chiffres nettement plus acceptables à fin 2023. Donc on pourrait dire un premier bon point pour eux, sans forcément mettre la croissance à genoux. Deuxième bon point, et c'est également une deuxième leçon, c'est que si le banquier central a surtout été visible sur les aspects de lutte contre l'inflation durant l'année 2023, néanmoins sa fonction d'assurer la stabilité du système financier a toujours été à l'œuvre. On l'a vu dans le cas de la crise des banques américaines à la fin du premier trimestre aux États-Unis, où la Fed a réagi avec efficacité et célérité de façon assez impressionnante pour éviter un embrasement sur le système bancaire américain, ou un peu plus tard, la Banque centrale d'Angleterre avec les fonds de pension. On voit donc une année où le banquier central a été vraiment très important dans les évolutions qu'on a pu observer sur les marchés financiers et dont on va voir qu'il sera sûrement encore question en 2024. Pour essayer de dessiner les perspectives que nous allons avoir l'année prochaine, je vais d'abord accueillir Ombretta Signori, stratégiste et macroéconomiste chez OFI Invest AM. Ensuite, je recevrai Geoffroy Lenoir et Éric Turgeman, tous les deux co-directeurs de la gestion OPC. Tout d'abord, pour démarrer, Ombretta, qu'est-ce que tu imagines comme perspective de croissance pour les différentes zones en 2024 ? Pour 2024, nous tablons sur une croissance mondiale un peu supérieure à 2,5%, parce qu'il y a encore les effets du resserrement monétaire passé, et puis il y a les contraintes structurelles en Chine, ce qui veut dire que la plupart des économies développées devraient croître au-dessus du potentiel. Et en particulier les États-Unis, qui l'an dernier ont beaucoup surpris à la hausse, cette année devraient ralentir. Et ce qui veut dire que le différentiel de croissance entre les États-Unis et la zone euro devrait se réduire de la moitié. On a eu à peu près un peu plus de 2% en 2023. Il devrait passer en dessous de 1%. Pourquoi? Parce que les États-Unis ralentissent d'un côté et de l'autre côté, la zone euro devrait se reprendre gentiment et la reprise devrait se matérialiser surtout sur la deuxième partie de l'année. Merci Ombretta. L'année dernière, on a énormément parlé d'inflation. Alors, est-ce que l'objectif de 2% sera atteint ? Effectivement, on a démarré 2023 avec des craintes inflationnistes encore, alors que comme prévu, la désinflation plutôt, s'est bien entamée au courant de 2023 et on est maintenant autour de 3% à peu près des deux côtés de l'Atlantique. Maintenant, tous les signaux qu'on voit sont bons. Donc, le recul de l'inflation devrait continuer, ce qui devrait permettre d'ailleurs aux banques centrales de commencer à baisser les taux directeurs. Et on doit surveiller encore les composantes plus rigides de l'inflation, donc inflation des services et la composante du logement, par exemple, aux États-Unis. Mais dans nos prévisions, on considère que l'inflation totale aux États-Unis devrait revenir autour de 2% déjà cette année et en zone euro en 2025. D'accord. Le banquier central continue à dérouler son plan. Au milieu de cet environnement qui est plutôt assez conforme à ce que le banquier central attend, qu'est-ce qu'il y aura comme facteur de risque à surveiller en 2024 ? C'est une bonne question parce que tout le monde parle de l'incertitude qu'il y a autour de l'évolution de l'économie américaine, mais il y a d'autres facteurs clés à suivre. J'en cite deux. C'est une année électorale cette année assez chargée. Et je ne cite pas toutes les élections, mais au moins trois, c'est-à-dire les élections à Taïwan qu'on va avoir bientôt, les élections européennes au milieu de l'année. Et puis, on va conclure avec les élections aux États-Unis en novembre.
Mais il y a aussi la géopolitique. Il ne faut pas oublier qu'on a encore deux guerres en cours. Une, c'est l'Ukraine et l'autre au Moyen-Orient. Et on est dans un monde où les équilibres sont plus complexes. On est dans un monde géopolitique désormais qui est multipolaire et donc plus difficile à gérer. Merci Ombretta. On voit dans ce contexte que donc le banquier central, après avoir nettement resserré ses taux et attendu le temps nécessaire à ce que l'inflation revienne vers son objectif, devrait sans doute acter les premières baisses de taux d'intérêt pour normaliser sa politique dans le courant du printemps 2024, d'abord pour les États-Unis et un peu plus tard sans doute pour la Banque centrale européenne. Le nombre de mouvements étant de l'ordre de 3 à 4 aujourd'hui dans notre scénario central orienté à la baisse sur l'ensemble de l'année 2024. Avec des banquiers centraux qui ont réussi leur pari de la lutte contre l'inflation et qui commencent à assouplir leurs conditions monétaires, quelles vont être dans ce contexte les évolutions des taux long terme, souverains et crédits? J'appelle pour en parler Geoffroy Lenoir, co-directeur de la gestion OPC chez Ophi Invest AM. Bonjour Geoffroy. Alors dans ce contexte de ralentissement économique aux États-Unis et de probable baisse de la part des deux banques centrales de leur taux directeur, qu'attendre du segment obligataire, à commencer par la dette souveraine en 2024? Alors déjà pour les marchés de taux cette année, c'est vrai qu'on s'attend à ce que les taux finalement restent plutôt sur les niveaux actuels. Sur le 10 ans allemand, on a un taux 10 ans allemand qui est autour des 2,20 aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que d'ici la fin d'année, on retourne peut-être vers les 2,40, 2,30, 2,40, avec une légère remontée des taux, mais pas forcément de variation très significative. Comme on l'a dit, les banques centrales ont fait le job. Elles ont resserré les taux jusqu'à 4% aujourd'hui. Et dans un contexte où les taux devraient rebaisser au cours de l'année, les taux courts, les taux directeurs, on pense que les taux longs devraient, eux, se tenir. Donc on pourrait avoir un phénomène de pontification des courbes avec une baisse des taux courts, les taux à 2 ans ou des taux inférieurs à 2 ans. Et par contre, des taux à 10 ans ou plus longs qui se tiennent sur ces niveaux-là. Attention toutefois à très court terme, puisqu'on a eu un mouvement assez important sur les taux en fin d'année, et avec des taux qui ont beaucoup baissé sur la partie 10 ans. Merci Geoffroy. On a beaucoup aimé en 2023 les obligations d'entreprise, que ce soit du segment de qualité ou du segment plus haut rendement. Qu'en attendre en 2024 ? Alors le crédit, oui, tu l'as dit, a fait une très belle année en 2023, avec des performances au-dessus de 12% pour le haut rendement européen. Alors on ne s'attend pas à ce que le haut rendement crédit cette année fasse aussi bien qu'en 2023. Par contre, on peut estimer que le crédit devrait au moins offrir le portage, donc le rendement instantané de la classe d'actifs. Alors sur le haut rendement, puisqu'on parle de lui, on pourrait atteindre entre 5 et 6%, donc ce qui serait tout à fait honorable également, dans un scénario central, comme on l'a dit, d'atterrissage en douceur de l'économie. Le crédit de meilleure qualité, le investment grade, devrait être lui autour des 4%. Et puis dans ce contexte-là, il ne faut pas oublier le monétaire qui lui aussi pourrait très bien atteindre une performance autour des 3%. Je rappelle qu'en 2023, la performance du monétaire sur l'année était de 3,30% à peu près. Merci. Alors, en étant un peu plus précis dans le crédit, on entend parler de subordonnées financières ou de dette hybride. Est-ce que c'est des compartiments qui peuvent être intéressants en 2024 ? Alors, on peut le regarder, mais c'est vrai qu'avec les mouvements qu'on a eu en fin d'année, c'est vrai que les taux ont aussi pas mal baissé sur ce segment-là. Donc, ça peut être une source de diversification sur les subordonnées financières ou sur les dettes corporate hybrides. Mais les rendements vont plutôt se comparer à de la dette, on va dire, high yield, au rendement de haute qualité, plutôt sur la partie double B. Donc, en diversification par rapport à cette classe d'actifs bien précise, pourquoi pas regarder les subordonnées financières et les corporate hybrides. D'accord. Donc, plutôt à rentrer sur tension, si je comprends bien, compte tenu des niveaux actuels. Plutôt à rentrer sur tension en 2024 pour profiter de meilleurs points d'entrée, de meilleurs taux à l'achat. Merci Geoffroy. Donc, on voit que la classe obligataire, après avoir été pendant de nombreuses années un boulet au sein des portefeuilles, puisque ne rapportant rien, ne protégeant pas beaucoup, là, aujourd'hui, a de nouveau des perspectives de rendement qui sont certes un peu plus faibles que celles de 2023, moins de mouvements de taux, mais qui quand même pourront apporter le portage en 2024. Et n'oublions pas, en cas de stress et d'événements imprévus à ce jour, on retrouve un coussin de sécurité par la baisse des taux, le phénomène de fuite vers la qualité en cas de problème sur les marchés financiers. Le portefeuille ne serait pas complet si on ne parlait pas de la classe d'actifs actions. Et pour ce faire, je propose à Eric Turgeman de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Eric.
Bonjour Eric. Alors, les actions ont signé des performances assez impressionnantes en 2023, ce qui n'était pas forcément attendu. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant pour 2024 ? Oui, il faut rappeler que le cru 2023 était exceptionnel. Quasiment tous les marchés sont au plus haut historique, ce qui n'était pas du tout évident à prévoir, notamment au moment de la guerre, début octobre, au Proche-Orient. Est-ce que ça va continuer? On aimerait bien que 2024 soit du même acabit. C'est pas forcément évident. Alors si on reprend, j'ai écouté attentivement ce que disaient Ombretta et Geoffroy. Faut rappeler que les marchés actions, en fait, évoluent en fonction de 3 paramètres. Les taux d'intérêt, parce qu'on actualise les profits avec ses futurs, avec ses taux d'intérêt, les bénéfices anticipés, et puis le niveau de marché, enfin la cherté du marché. Si on revient sur chacun des 3 paramètres, on entend que les taux d'intérêt n'auront pas un gros impact sur l'évaluation des marchés, puisqu'ils devraient rester à peu près au niveau actuel. Au niveau des bénéfices, si on a une croissance mondiale autour de 2,5, c'est ce que disait Ombretta, on devrait avoir une croissance de profit quasiment nulle, en tout cas en Europe. Ce qui veut dire en gros qu'on aura des taux d'intérêt au même niveau, des profits au même niveau. Donc les deux moteurs sont au point mort. Après, la valorisation, parce que ça c'est aussi très, très important. Ce qui est intéressant, et ce que j'ai entendu aussi de la part d'Ombretta et Geoffroy, c'est qu'on va vers une inflation autour de 2%. Voilà. Il faut savoir qu'entre 2 et 3%, les marchés, notamment américains, se payent autour de 20 fois. Donc ça veut dire que le niveau d'aujourd'hui, il n'est pas exorbitant. On a toujours tendance à penser que les marchés américains sont trop chers. Quand on est autour de 20 fois, c'est la moyenne quand l'inflation est autour de 2. Alors il faudra que l'inflation réellement revienne à ce niveau-là. Et ça veut dire que cette valorisation est un support, et notamment en Europe, où on ne paye que 12 fois à peu près les profits de l'année 2024 anticipés. Voilà. Donc, finalement, on n'attend pas grand-chose des marchés actions. Il y a notamment des classes alternatives, notamment de crédit, qui peuvent rapporter un peu plus, mais on n'est pas non plus dans un effondrement programmé grâce à la valorisation, encore une fois. Merci Eric. Alors, traditionnelle question, tu as parlé des marchés américains, des marchés européens. Lesquels privilégier en 2024 ? Est-ce que le secteur technologique, les 7 magnifiques, seront encore à l'honneur ? Alors ça, c'est important de revenir là-dessus. D'abord, chaque année, on a tendance à dire que les marchés européens vont rattraper parce qu'ils sont moins chers, et chaque année on se trompe, puisque quasiment, peut-être à l'exception d'une année sur les 10 dernières années, c'est le marché américain qui continue à surperformer, parce que l'économie américaine est généralement plus forte, plus flexible, et qu'il y a plus de croissance de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui justifie des niveaux de valorisation plus élevés. Alors, ce qui est important aussi, c'est que dans le marché américain, on a une part prépondérante de 7 valeurs. Avant, il y en avait 4, les GAFA, après il y en a eu 5, les GAFAM, puis maintenant il y en a 7, on appelle ça les 7 magnifiques. Tesla et Nvidia ont rejoint ce groupe de Happy Few. Donc c'est un peu délicat de tout miser sur cette valeur, c'est-à-dire qu'on a plutôt envie de privilégier un marché américain qui serait plus équipondéré, parce que là, finalement, jouer le marché américain aujourd'hui, c'est accorder une part vraiment très importante sur cette valeur technologique, qui peuvent continuer à surprendre agréablement, mais qui peuvent aussi avoir un accident, notamment par rapport à leur valorisation. Donc j'aurais tendance à dire, si on pouvait jouer le marché américain, mais un peu plus équipondéré que ce qu'il est actuellement. Pourquoi marché américain par rapport au marché européen ? Notamment parce que, encore une fois, une économie quand même toujours plus dynamique, même s'il y a un ralentissement à prévoir. Et puis, on en a un peu parlé, mais un contexte géopolitique qui fragiliserait plus l'Europe que les États-Unis. Alors justement, en termes de facteurs de risque, sur quoi il faudrait être particulièrement attentif de ton point de vue en 2024 ? Alors, si on considère effectivement qu'il n'y a pas trop de doute sur l'évolution des taux, notamment des taux courts, puisqu'on est on entame un processus de baisse, de normalisation des taux, et que les bénéfices ne devraient pas varier par rapport au niveau de 2023, le risque, il est évidemment géopolitique, parce que ce risque géopolitique, il a une incidence éventuellement sur les prix des matières premières et sur le prix du pétrole. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'il n'est pas du tout
comme on dit dans le jargon anglo-saxon, pricé par les marchés. C'est-à-dire que les marchés considèrent finalement, d'une certaine façon, il n'y a pas de risque, en tout cas qu'on peut vivre avec. Voilà. Or, Ombretta l'a rappelé, il y a deux guerres, vraiment actuellement. Il y a toujours une tension en Corée. Il y a toujours, bon, c'est le serpent de mer de Taïwan. Voilà, donc il y a un contexte qui est quand même fragile et qui pèserait sur les marchés si il devait entraîner notamment une tension du prix du pétrole, quoi. Voilà, donc c'est sans doute le principal risque à suivre en 2024. Merci Eric. Alors notre tour du monde des classes d'actifs pour 2024 ne serait pas complet sans parler du monde émergent. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être en duplex avec Jean-Marie Mercadal, le directeur général de CincyCap à Hong Kong. Alors Jean-Marie, après une année complexe sur les marchés émergents, avec notamment la déception sur le marché chinois, qu'attendre de ces marchés pour 2024 ? Bonjour à tous. Bien 2023 a été une année dans l'ensemble plutôt positive pour les actifs émergents, à une exception près, certes de taille, les actions chinoises. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais sinon, pour le reste, les actions asiatiques ex-China, donc, ont progressé d'à peu près 20% en 2023, ce qui se classe tout à fait correctement par rapport aux autres grands marchés internationaux. La dette émergente souveraine en dette locale a progressé d'un petit peu plus de 10%, donc là aussi tout à fait intéressant, sous l'effet d'une baisse des taux dans certains pays, notamment en Amérique latine, et puis d'un portage qui était très intéressant, sachant que les devises émergentes en 2023 sont restées plutôt stables. Alors l'exception, ça a été bien sûr les actions chinoises. L'indice MSCI China a perdu à peu près 13% en 2023, troisième année consécutive de baisse, on n'avait pas vu ça depuis le début des années 2000. À noter que depuis que les statistiques existent sur cet indice, il n'y a jamais eu 4 années de baisse consécutives. Alors pourquoi cette baisse? Pourquoi cette déception, surtout dans une année où on s'attendait à une reprise de l'économie chinoise significative après la réouverture post-Covid? Il y a 3 facteurs principaux qui expliquent cette baisse. La première, c'est une vague réglementaire qui a été décidée dès 2021 et qui a continué à peser sur le moral des investisseurs en 2023. La crise immobilière, bien sûr, qui s'est accentuée. Et puis un contexte géopolitique international un peu compliqué qui a freiné les investissements directs étrangers en Chine et puis qui a pesé un petit peu également sur les exportations chinoises. Voilà pour 2023. Comment on peut aborder 2024? On va commencer par les actions chinoises. C'est vrai qu'on commence l'année sur les actions chinoises avec un marché très déprimé. Donc on a plutôt, nous, le sentiment qu'aujourd'hui, le risque de baisse paraît limité sur les actions chinoises. On a des valorisations qu'on avait rarement vues aussi basses, en termes absolus comme en termes relatifs. En termes absolus, le PER de l'indice MSCI China à 12 mois, c'est-à-dire sur les résultats attendus en 2024, est de 9,5. On a rarement vu un niveau aussi bas au cours des 20 dernières années. On attend des croissances de bénéfices de l'ordre de 14%, et ces prévisions ont l'air assez fiables parce que les derniers indicateurs de momentum de croissance ont l'air plutôt positifs depuis 2-3 mois. Et les prévisions de croissance du consensus pour la Chine en 2024, qui s'étalonnent entre 4,5% et 5%, ont l'air cette année plutôt fiables. Alors, quel serait le catalyseur d'une reprise de ce marché chinois? Puisqu'on peut, à ces niveaux-là, estimer qu'un jour ou l'autre, il y aura un rebond boursier significatif qui pourrait être de l'ordre de 20 à 30%. Mais pour l'instant, on ne voit pas trop de catalyseurs. Alors, comme souvent en Chine, il peut venir d'un revirement politique. La Chine nous a habitués ces dernières années à de temps en temps changer complètement d'avis et réorienter sa stratégie. Lors de son discours du Nouvel An, le président Xi a souligné que cette année, c'était important. Il a reconnu que 2023, les Chinois n'avaient pas été très heureux et qu'il va faire très attention cette année, justement, à redonner un peu de prospérité au pays. Et puis, un deuxième catalyseur possible, c'est peut-être qu'on va s'apercevoir au tournant du premier trimestre ou du mois de juin que finalement, les croissances de bénéfices attendues sont réalisables autour de 10 à 14%. Pour le reste de l'Asie, on est dans une situation où les perspectives sont correctes. Il s'agit plutôt d'une classe d'actifs, comme on dirait en anglais, GARP, c'est-à-dire de croissance à prix raisonnable.
le PE est de l'ordre de 14,5 pour les résultats attendus en 2024, qui sont estimés à 15%. Et c'est vrai que sur cette zone, les prévisions sont dans l'ensemble assez fiables. Alors c'est vrai que certains marchés sont un peu surachetés après le rallye de la fin 2023, mais dans l'ensemble, on devrait avoir une année relativement correcte sur les actions asiatiques hors Chine. Les perspectives de moyen terme semblent assez favorables. Reste le cas de la dette émergente. Alors cette année, on aura probablement moins de détente des taux d'intérêt dans un contexte général dans le monde où les taux devraient se stabiliser. Mais il y aura le portage, qui est toujours intéressant aujourd'hui, autour de 6,5%. Et puis peut-être on peut avoir quelques bonnes surprises sur les devises émergentes qui n'ont pas fait grand-chose ces dernières années, qui sont plutôt dans l'ensemble sous-évaluées. Et on sait qu'en plus, les devises émergentes ont tendance à s'apprécier quand le dollar arrête de monter, ce qui a l'air d'être le cas aujourd'hui. Donc on peut s'attendre peut-être sur cette classe d'actifs des performances entre 5 et 7% pour cette année 2024. Merci Jean-Marie. Merci. Donc, on le voit à l'écoute de nos différents intervenants que 2024 s'ouvre avec l'ensemble des classes d'actifs qui ont des espérances de rendement qui sont un peu toutes du même ordre de grandeur. Alors certainement, pour nos investisseurs assureurs, la composition en capital ne sera pas la même, mais on voit bien qu'on peut constituer des portefeuilles assez équilibrés avec des actifs risqués actions, avec du crédit pour son portage, des taux d'intérêt souverains qui peuvent servir d'amortisseurs de sécurité en cas d'événements négatifs sur les marchés, et du monétaire qu'on pourra éventuellement céder pour se repositionner sur ces marchés. Et on le voit à l'écoute de Jean-Marie que la partie Asie, sans doute hors Chine, avec le Japon, l'Inde et d'autres pays, peut également être une bonne diversification de la poche action. Je vous remercie pour votre attention et à nouveau une très belle année 2024 avec Ophi Invest AM.